Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La nouvelle géopolitique marocaine en Afrique. Quelques pistes de réflexion pour un idéal type de profondeur stratégique. Mohamed Harakat. Professeur d'économie politique et de finances publiques. Directeur fondateur de la structure doctorale Gamo, Université Mohamed V, Rabat et membre du comité consultatif international de l'Organisation panafricaine du CAFRAD Union africaine. Aux jeunes générations qui bâtiront une nouvelle économie politique de la gouvernance en Afrique. Quels sont les objectifs et les fondements théoriques, doctrinaires et pratiques de la nouvelle géopolitique africaine du Maroc, à l'heure de son retour à l'Union africaine et de son adhésion à la CEDEAO? Quelle feuille de route et quel corpus théorique et doctrinaire faut-il investir pour fonder une diplomatie économique marocaine en Afrique axée sur la transparence, la compétence, le résultat, l'accomplissement et la performance? Pour essayer de répondre aux deux grandes questions problématiques posées, il faudra évoquer les diverses conditions d'application du concept de profondeur stratégique de l'Afrique et de son apport au développement socio-économique du Maroc en termes de méthode d'approche, de doctrine, d'intérêt national et de valeurs. D'emblée, on peut dire que le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle continentale n'est pas une fin en soi. Sa pertinence réside dans la capacité du pays à contribuer à l'essor de l'Afrique et à l'épanouissement de ses citoyens, dans une période marquée par l'émergence des grands projets planétaires, tels que les nouvelles routes de la soie consistant à relier l'Asie à l'Afrique et à l'Europe, et conditionnés par des investissements colossaux qui pourraient engager le plus important développement économique transcontinental de l'époque contemporaine et tendre par conséquent à créer une zone économique et commerciale influence exclusive hors du giron occidental. En fait, la diplomatie du Maroc devrait être conçue à l'aune de l'intérêt national considéré comme le moteur et comme le cadre d'action de la nouvelle géopolitique mondiale et régionale. S'inscrivant dans le débat sur l'identité, elle pose la problématique du degré d'influence du pays, de sa crédibilité, de ses valeurs et de ses relations historiques complexes que celui-ci entretient avec le monde. L'objectif de cette introduction permet de formuler 5 constats fondamentaux qui seront subdivisés et traités comme suit. 1. Nécessité de produire l'idéal type d'une diplomatie d'intérêt national. Il s'agit de la conception d'une méthodologie pragmatique, cohérente et critique d'analyse au service des actions extérieures de l'État et de la profondeur stratégique africaine. La notion d'intérêt national est au cœur de l'action extérieure et de la tradition diplomatique. Elle permet de hiérarchiser nos priorités, nos valeurs, nos aspirations et nos alliances tout en s'appuyant sur un débat national élargi et sur les contributions des diplomates et des grands acteurs et penseurs de notre diplomatie. Dans ce cas, l'adoption d'une analyse en termes de profondeur stratégique est fondamentale. Selon Wikipédia, la profondeur stratégique dans la littérature militaire est la situation dans laquelle le commandement militaire doit évaluer la vulnérabilité de ses cibles dans le cadre d'une attaque éclairée ou préventive, ou dans le cadre d'une offensive planifiée, et évaluer, pour une armée donnée, les possibilités de repli à l'intérieur de son propre territoire, afin par exemple d'encaisser une attaque initiale et de permettre la préparation d'une contre-offensive le plus loin possible des centres de pouvoir et de production. En matière de diplomatie économique, il manque un idéal type, catégorie, corpus théorique, pour paraphraser Max Weber, qui peut aider à comprendre ou à théoriser certains phénomènes d'une telle diplomatie sans prétendre que les caractéristiques de ce type se retrouvent toujours parfaitement dans les phénomènes observés. Il sert à étalonner les études empiriques, d'où l'importance des contributions des acteurs institutionnels de la diplomatie, Parlement, gouvernement, entreprises, partis politiques, universités, ONG. L'idéal type renvoie à une idée abstraite et simplificatrice qui correspond en principe à un ensemble de systèmes réels, sujet du débat et non au concept de perfection. Il s'agit pour Max Weber d'indiquer les traits caractéristiques principaux qui aident à penser le sujet. Le terme type renvoie à l'idée de typique. Au demeurant, cet idéal permet de dresser un tableau de pensée homogène, qui n'a pas pour finalité de retranscrire la réalité dans sa totalité mais seulement de proposer un guide de la construction des hypothèses,
Assurer la cohérence entre les phénomènes potentiellement disparates, flous, isolés, diffus et discrets, supports de comparaison, analyse, etc. 2. Intérêt national et valeurs, comme fondement des actions diplomatiques extérieures. Peut-on formuler un intérêt général qui ne repose pas sur un socle de valeurs dans lesquelles chacun peut se retrouver? Bien lointains apparaissent les temps où les États devraient régler leurs politiques extérieures, selon leurs intérêts seulement. Aujourd'hui, ils partent du constat que la conduite des actions extérieures se réfère plutôt à des valeurs. Pour cela, il est vain de vouloir aborder des valeurs sans avoir défini l'intérêt national. Les analystes en sont réduits à décliner les intérêts vitaux d'un pays en 3 volets. La défense de notre existence collective, notre identité et notre souveraineté. Pour d'autres, ils sont déclinés en termes de survie la plus immédiate et extrême, de possession des ressources, matières premières, marchés, emplois, technologies, etc., et de crédibilité. En fait, si nous doutons de nos valeurs à l'intérieur, nous ne pouvons pas fonder une politique étrangère. La recherche de la prospérité est fondamentale, car sans elle le pays ne peut maintenir sa grandeur, son image de marque et son rayonnement international. En quoi consistent les contributions des diplomates, des partis politiques et des grands acteurs et penseurs de notre diplomatie à l'édification de ce projet sociétal? La face cachée de la diplomatie marocaine devrait être abordée dans son environnement sociologique en se référant à l'étude de sa capacité institutionnelle et stratégique en termes de parrainage de carrière, recrutement, parcours professionnel, suivi, travail quotidien, mentalité, rites, culture, rendement, de moyens humains et logistiques mis à sa disposition. Carte diplomatique et couverture des postes, origine sociale et géographique, de compétences, de profil, de genre, de rente politique ou culturelle, cooptation et intégration des opposants acceptables dans l'appareil diplomatique et de formation, notamment linguistique et de communication. Au-delà de la pertinence de l'étude sociologique des phénomènes diplomatiques marocains, une distinction doit être opérée entre la voie diplomatique et la voie consulaire, ces dernières s'étant notamment enrichies ces dernières années avec l'augmentation des flux migratoires et des phénomènes terroristes liés au poids des populations immigrées à l'étranger, d'où l'importance de sa bonne gouvernance. Une autre distinction doit être effectuée entre gestionnaires et négociateurs, entre la diplomatie bilatérale et la diplomatie multilatérale, entre généralistes et spécialistes. Un diplomate étant par nature un négociateur généraliste ouvert aux cultures du monde. 3. La nécessité d'un nouveau modèle de développement et d'une nouvelle doctrine critique de l'économie politique de la géopolitique africaine. L'inventeur du microcrédit, Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix en 2016, avance une nouvelle doctrine critique de l'économie politique de l'emploi. Elle constitue l'une des réflexions critiques les plus sévères de l'économie contemporaine. La réflexion est édifiante et révélatrice pour les hommes d'État et les responsables politiques. L'auteur a consacré une grande partie de sa vie au travail en faveur des personnes fragiles, notamment les femmes et les jeunes, tout en essayant d'éliminer les obstacles auxquels elles se heurtent en créant Grameen Bank. Le microcrédit a permis de promouvoir les capacités entrepreneuriales de plus de 300 millions d'indigents dans le monde, contribuant à briser les chaînes de la pauvreté et de l'exploitation humaine. Les difficultés qui pèsent sur les pauvres, selon l'auteur, sont multiples. Elles résident dans la concentration accrue des richesses. Cette concentration est dangereuse. Elle menace le progrès humain, la cohésion sociale, les droits de l'homme et la démocratie. Cette tendance s'accélère même, en dépit des programmes et des efforts de développement déployés tant à l'échelon national qu'international pour atténuer les difficultés des personnes à faible revenu. L'auteur précise qu'en 2010, les 388 personnes les plus riches au monde possèdent davantage de richesses que la moitié inférieure de la population mondiale, soit un groupe comprenant environ 3,3 milliards d'êtres humains et qu'en janvier 2017 le groupe des hyper-privilégiés s'est réduit à seulement 8 personnes alors même que la moitié défavorisée est accrue pour atteindre environ 3,6 milliards d'individus. Mais qu'arrive-t-il au tissu social d'un pays ou d'un continent, lorsqu'une poignée de personnes contrôle l'essentiel des richesses nationales?
L'aggravation des inégalités entraîne la mobilité sociale sur la base de la fortune et entraîne par conséquent des troubles sociaux, une polarisation politique et des tensions croissantes entre les groupes. À juste titre, Mohamed Younous écrit « Les personnes se sentant laissées pour compte et sans perspective d'avenir deviennent de plus en plus désenchantées et en colère. Notre monde se divise radicalement entre les nantis et les démunis, deux groupes qui ont peu en commun, hormis un sentiment réciproque de méfiance, de peur et d'hostilité. » Et il conclut « La situation n'est confortable pour personne, pas même pour ceux qui se retrouvent à un moment donné au sommet de la pyramide sociale. Les riches et les puissants peuvent-ils vraiment jouir de la vie derrière les barreaux de leur ghetto doré, en se cachant des réalités que vivent les autres 99%? Aiment-ils devoir détourner les yeux des sans-abri et des crève-la-faim qu'ils croisent dans la rue? Trouvent-ils du plaisir à utiliser les forces de l'État, notamment la police et toute autre forme de coercition, pour empêcher les inévitables manifestations organisées par ceux d'en bas? Veulent-ils vraiment que leurs propres enfants et petits-enfants héritent de ce monde-là? Pour faire face à cette situation critique, l'auteur prône la création d'une nouvelle civilisation de l'économie sociale fondée sur un nouveau modèle économique appelé social business qui peut aussi bien être l'affaire d'un individu que celle d'une petite, moyenne ou grande entreprise dont le but ne réside pas dans la maximisation de ses profits, mais de résoudre les 3 zéros du développement: pauvreté, chômage et environnement. Ce nouveau modèle de développement qui est justifié par les échecs du capitalisme se caractérise par la place de choix accordée à la mobilisation et au renforcement de la jeunesse et de la population pauvre, d'une manière générale, par le travail, le respect de leur dignité humaine et l'assurance de leur épanouissement grâce au recours à économie du savoir, enseignement et recherche, et aux bonnes pratiques de la gouvernance, environnement institutionnel et démocratique, justice sociale, élections libres, santé, transparence, lutte contre la corruption, respect des droits de l'homme, etc. À titre d'illustration, les nouvelles routes de la soie revêtent une dimension économique et géopolitique prépondérante. Le Belt and Road Initiative, BRI, dévoilé à l'automne 2013, constitue un moyen efficace de connecter de nombreux pays émergents à l'économie chinoise. Le projet BRI traverse près de 100 pays, soit 63% de la population mondiale, et représente 29% du PIB et 25% des ventes des biens et des services de la Chine dans le monde. 4. Éléments d'une nouvelle géopolitique africaine de progrès. La réflexion sur la nouvelle géopolitique africaine du Maroc et de ses systèmes d'action extérieure s'impose avec acuité. Le but est d'assurer une convergence des instances de gouvernance nationale permettant une meilleure harmonisation des stratégies globales et sectorielles, des structures de fonctionnement diplomatique par le biais de la prise de mesures continues et efficaces d'accompagnement et d'adaptation des acteurs institutionnels, États, collectivités territoriales, entreprises, sociétés civiles, etc., au changement dans une perspective d'intégration régionale et continentale fondée sur la qualité, l'accomplissement et la performance. À cet effet, il s'agit d'examiner les multiples structures de gouvernance de l'action extérieure du Maroc, en termes de vision, d'organisation, de charte, de compétences, de transparence et d'évaluation continue des risques. Il est question de faire une lecture de ces structures dans le cadre d'une approche comparative et critique revêtant des dimensions nationales, régionales et continentales. À ce titre, une attention particulière devrait être accordée à l'état d'organisation, au fonctionnement des structures de la gouvernance de l'Union africaine ainsi qu'à ses situations de fragilité et surtout au rôle que devrait jouer le Maroc en matière du renforcement de sa position en son sein, et à la défense des intérêts africains à l'échelon mondial. En effet, l'Afrique attire depuis longtemps des investissements étrangers importants provenant notamment de la Chine, de l'Europe, de la Turquie et de l'Amérique. Les regroupements régionaux de l'Afrique sont multiples. Ils constituent à cet égard l'un des signes tangibles de progrès. Ce sont l'Union du Maghreb arabe, UMA, la Communauté des États sahélo-sahariens, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, et l'Autorité intergouvernementale pour le développement, la Communauté de développement australe, SADC, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces communautés prennent des mesures concrètes pour l'intégration.
Les acteurs institutionnels de la diplomatie économique en Afrique doivent les découvrir et les intégrer dans le cadre de leur stratégie et politique de développement. L'Indice africain d'intégration régionale offre une vision transnationale et pluridisciplinaire par le biais de l'évaluation de 5 dimensions d'intégration. Intégration commerciale, intégration régionale, infrastructure transcontinentale, intégration productive, libre circulation des personnes et intégration financière et macroéconomique. 5. Définition des objectifs pédagogiques, scientifiques, diplomatiques et stratégiques de l'ouvrage. Cette publication collective, à laquelle participent des experts, des diplomates et des chercheurs académiques ainsi que des jeunes doctorants, consiste à répondre à de multiples objectifs pédagogiques, scientifiques, diplomatiques et stratégiques permettant de promouvoir et de développer des analyses géoéconomiques et géostratégiques comparées chez les décideurs et les jeunes chercheurs, notamment à travers la découverte des institutions de l'Union africaine et des chartes de la gouvernance à l'heure de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, en vue de favoriser le positionnement du pays au sein des structures continentales en termes d'efficacité, de performance, d'influence et de rayonnement international. Examiner les structures et les instances nationales de gouvernance en vue d'évaluer leur adaptation aux impératifs de l'intégration régionale à l'heure du retour du Maroc au sein de l'Union africaine et son adhésion à la CEDEAO. Évaluer les adaptations nécessaires à introduire en initiant une lecture critique des pratiques de gouvernance à la lumière des regroupements régionaux énoncés, des structures institutionnelles et des chartes régissant la gouvernance de l'Union africaine. Dans cet ouvrage collectif contenant la plupart des contributions présentées lors de la journée d'études mentionnée précédemment tenue à Rabat sur le thème « Système de gouvernance et intégration africaine », les auteurs traiteront les articles suivants. La projection géopolitique africaine du Maroc à l'aune de la réintégration dans l'Union africaine, MZ. À Bouedahab, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, quel impact sur la réglementation marocaine des investissements? Y. Zachary Dejigel. Financement de la croissance économique et choc exogène en Afrique, leçon tirée de la crise, M. Tlili Hamdi. Le processus d'intégration régionale en Afrique, quelle dynamique pour renforcer la compétitivité économique du Maroc? S. Hamdaoui. La synergie phosphate-agriculture dans la politique africaine du Maroc. Le cas du projet de Dirdawa en Éthiopie, M. Ziani. La formation en gouvernance stratégique et démocratique en Afrique. Pour quels enjeux, quelles spécificités? M. Arakat. Étude. La projection géopolitique africaine du Maroc à l'aube de la réintégration dans l'Union africaine. Mohamed Zakaria et Abouedahab. Résumé. Cet article consiste à mettre en exergue la dynamique de la géopolitique africaine du Maroc fondée sur une vision pragmatique de repositionnement et de diplomatie économique proactive dans le sens du développement d'un nouveau modèle de coopération sud-sud, ayant pour objectif la défense d'une vision stratégique à long terme de l'intégration africaine. Mots-clés: géopolitique africaine, Afrique subsaharienne, action institutionnelle et normative. Abstract. This article aims to highlight the dynamics of the African geopolitics of Morocco based on a pragmatic vision of restitution and a proactive economic diplomacy, in the direction of development of a new model of South-South cooperation, with the objective of defending a vision strategic long-term of African integration. Keywords: African geopolitics, Sub-Saharan Africa, institutional and normative action. Les relations maroco-africaines sont multiséculaires. Feu le roi Hassan II a bien imagé un Maroc géopolitique aux confluences multiples et bien ancré à son environnement régional. Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d'Afrique, et qui respire grâce à son feuillage bruissant au vent de l'Europe. La Constitution marocaine de juillet 2011 prévoit au préambule que le Royaume du Maroc ambitionne de consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara. Depuis l'accession du roi Mohamed VI au trône, on note un redéploiement de la politique africaine du Royaume. En juin 2016, le Maroc décide de rejoindre sa famille institutionnelle africaine. Le 30 janvier 2017,
Lors du 28e sommet de l'UA à Addis-Abeba, le Maroc est devenu le 55e membre de l'UA. Autant cette réintégration est porteuse de gains substantiels en termes d'élargissement de la zone d'influence du royaume, autant elle est porteuse de défis exprimés en termes d'enjeux diplomatico-stratégiques. La bataille du Maroc à l'intérieur de l'UA consistera à faire évoluer la doctrine de l'autodétermination vers un sens plus réaliste qui soit en phase avec la pensée politique moderne. Pour autant, l'UA ne devrait pas être une arène de rivalité géopolitique entre le royaume et ses adversaires. Le souverain l'a bien souligné lors de son discours adressé à la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 31 janvier 2017. Certains avancent que, par cet engagement, le Maroc viserait à acquérir le leadership en Afrique. Je leur réponds que c'est à l'Afrique que le royaume cherche à donner le leadership. Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette noble assemblée. Notre action concourra au contraire, à fédérer et à aller de l'avant. Les multiples visites effectuées par le roi Mohamed VI à plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, depuis son accession au trône, revêtent donc une signification profonde et une charge symbolique. En étant un carrefour civilisationnel, ouvert sur plusieurs courants d'échanges horizontaux et verticaux, le Maroc a des prolongements subsahariens avérés. Historiquement, il a tissé avec les pays de l'Afrique subsaharienne des liens solides. Son retrait de l'Organisation de l'Unité africaine en 1984 ne l'a pas empêché pour autant d'investir d'autres espaces ou cadres d'action. Adhésion à la CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariens, contribution à plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique, lancement sur son initiative, du Forum des États africains riverains de l'Atlantique, etc. Après une absence de l'enceinte africaine qui a duré environ 32 ans, le Maroc a retrouvé son siège au sein du successeur de l'UA, le 30 janvier 2017. Certainement, ce retour triomphal a été le fruit de longs efforts entrepris par la diplomatie marocaine, et à sa tête la diplomatie royale. On le sait, cette diplomatie est multiforme. Elle se fonde tour à tour sur des leviers humanitaires, spirituels, culturels, économiques. De tels efforts ont donc été récompensés et le royaume retrouve, de plein droit, son siège en tant que membre à part entière de l'Union africaine. Le discours du souverain au 28e sommet de l'Union africaine, le 31 janvier 2017, fait désormais partie des annales de cette institution. Citons un passage hautement significatif. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau, le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent, et ma maison. Je rentre enfin chez moi, et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Il est donc nécessaire de mettre en exergue cette dynamique de recentrage du Maroc sur l'espace africain. Une dynamique qui sera déclinée en 4 axes fondamentaux interdépendants. L'Afrique subsaharienne, un axe stratégique de la politique étrangère du Maroc. Dès son accession au trône, le roi Mohamed VI a placé le continent africain comme l'une des priorités de la politique étrangère du royaume. Progressivement, les relations du Maroc avec les pays africains ont été redynamisées. Il en est ainsi des relations avec des pays connus pourtant par leur position peu favorable à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc comme l'Angola, le Mali ou le Tchad. Historiquement, le Maroc a joué un rôle important en matière d'islamisation d'une bonne partie de l'Afrique noire, notamment sous l'empire de 2 dynasties, les Almoravides et les Almohades. L'OCI, Organisation de la coopération islamique, créée sur initiative marocaine, constitue l'un des espaces de solidarité religieuse entre le royaume et les pays de l'Afrique musulmane. Le Maroc œuvre encore à faire de ses relations avec les pays de l'Afrique subsaharienne un modèle de coopération sud-sud. Lors de la récente crise du Mali, le royaume a apporté un soutien politique à l'action de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, visant à recouvrer l'intégrité territoriale de ce pays. L'action du Maroc en faveur des pays africains revêt aussi des dimensions concrètes. Lors du sommet Afrique-Europe tenu au Caire en 2000, le roi Mohamed VI a pris une décision historique visant à annuler la dette des pays les moins avancés africains à l'égard du Maroc. Un accès préférentiel à droit nul leur a été en outre prévu. En matière de formation,
le Royaume s'investit depuis les années 80 dans la formation de milliers d'étudiants africains à travers l'Agence marocaine de coopération internationale, AMCI. De même, plusieurs cadres administratifs africains sont formés au Maroc, en formation initiale ou complémentaire. En outre, plusieurs élèves officiers africains sont formés par les académies militaires du Royaume. Les multiples visites royales à plus d'une dizaine de pays de l'Afrique subsaharienne, Sénégal, Mali, Gabon, Côte d'Ivoire, Madagascar, Éthiopie, Burkina Faso, République centrafricaine, Niger, Nigeria, ont été l'occasion de raffermir les liens politiques, économiques et culturels avec ces pays qui comptent aussi des communautés marocaines assez importantes. Elle ouvrirait en outre de nouvelles perspectives en matière d'approfondissement de ces relations, dans un contexte régional en mutation. Par exemple, avec le Sénégal, le Royaume a toujours gardé des relations singulières à plus d'un titre. En matière de politique internationale, les deux pays ont des positions largement convergentes pour ce qui est des grands dossiers. Conflit israélo-palestinien, crise du Mali, respect des droits de l'homme. Par rapport à l'intégrité territoriale du Royaume, le Sénégal a une position constante. Sur le plan économique, les échanges entre les deux pays sont parmi les plus forts dans le continent. Beaucoup d'entreprises marocaines sont installées au Sénégal, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans d'autres. BMCE Bank, Attijari Wafa Bank, à Doha, Lafarge. On notera aussi que le Maroc y est l'un des prestataires de services les plus en vue. Assistance en matière de pluies artificielles, contribution à la construction de bassins de rétention d'eau destinés à l'irrigation. Il n'est pas besoin aussi de rappeler combien, aujourd'hui, la confrérie Tidjaniya est devenue un moyen de rassemblement de milliers de fidèles qui, chaque année, viennent en pèlerinage au Maroc, précisément à Fès. Le Maroc aurait en effet joué un rôle de premier plan en matière d'islamisation du Sénégal, mais aussi du Mali, du Niger et d'autres pays comme le Tchad. D'après les historiens, c'est par le biais des routes caravanières vers l'ouest africain que l'islam s'est diffusé dans certains pays de l'Afrique subsaharienne. Avec la Côte d'Ivoire, le Maroc a toujours entretenu de bonnes relations. Après 2011, le nouveau président Alassane Ouattara a déployé des efforts pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité et connaisse un nouveau départ. Ainsi, sur le plan économique, le pays affiche l'objectif de connaître son émergence à l'horizon 2020. Le Royaume se positionne comme l'un des pays à même d'aider la Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un partenariat réfléchi, à atteindre cet objectif ambitieux. Tout aussi importantes et intenses sont les relations entre le Maroc et le Gabon. Traditionnellement, le Maroc a tissé avec ce pays de l'Afrique équatoriale, membre de la CEMAC, des relations fortes. Et pour cause, les deux pays ont des intérêts mutuels croissants. La singularité de ces relations tient de multiples facteurs tant historiques que politiques, culturels, géopolitiques. Géographiquement, le Gabon se situe dans une région qui compte également des pays disposant de solides relations avec le Royaume comme la Guinée équatoriale ou l'ancien Zaïre, devenu la République démocratique du Congo. Économiquement, le Gabon est un pays qui regorge de ressources et abrite l'une des faunes et flores les plus importantes d'Afrique. Le Gabon est membre depuis 1975 de l'OPEP. Sur le plan des échanges culturels et humains, les deux pays abritent des communautés qui se sont bien intégrées au pays, y compris par le biais des mariages mixtes. Comme pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, plusieurs étudiants gabonais poursuivent leurs études au Maroc, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Des bourses sont accordées à ces étudiants par le canal de l'AMCI. À partir du 22 avril 2013, le président gabonais a entamé une visite officielle au Maroc. Preuve s'il en est du caractère stratégique de l'axe Rabat-Libreville. Un nouveau style de diplomatie, la diplomatie conventionnelle. Les multiples visites royales aux pays de l'Afrique subsaharienne ont été assorties de la conclusion d'un nombre impressionnant d'accords et de projets. Que l'on cite le projet de construction d'un pipeline entre le Nigeria et le Maroc qui ira jusqu'en Europe, la construction d'un complexe phosphatique en Éthiopie. À cela s'ajoutent les multiples accords conclus dans des domaines divers. Ainsi, avec le Sénégal, 2 accords bilatéraux dans les domaines du transport routier international de voyageurs et de marchandises et des mines, des hydrocarbures, de l'électricité et des énergies renouvelables ont été conclus. En outre,
Une clinique d'ophtalmologie Mohamed VI et une unité de production de médicaments West Afrique Pharma, filiale des laboratoires Sotema Maroc, ont été mises en place. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, le Maroc a conclu 6 accords de coopération bilatérale concernant plusieurs domaines, notamment la coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, l'encouragement et la protection réciproque des investissements, la coopération bilatérale en matière de pêche et d'aquaculture, les services aériens entre les deux pays, la formation professionnelle dans le domaine du tourisme et celui de la protection civile. En ce qui concerne le Gabon, 6 accords de coopération bilatérale ont été signés touchant des domaines aussi variés que ceux de la santé, de la formation du personnel de santé, de la protection civile, de la lutte contre les catastrophes d'origine anthropique, de la répression des fraudes et des laboratoires. En outre, 2 conventions spécifiques ont été conclues. La première porte sur l'autorisation d'émissions en modulation de fréquence attribuée à Radio Méditerranée Internationale, RMI, en République gabonaise. La seconde établit un cadre de partenariat stratégique dans les domaines des technologies et des systèmes d'information. En plus des relations bilatérales avec les pays de l'Afrique subsaharienne, et qui gagneraient à être développées consécutivement à la réintégration de l'Union africaine, le Maroc aura intérêt à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.